Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on va parler update lecture. Alors, qu'est-ce qu'un update lecture? Un update lecture, c'est tout simplement une vidéo où je vais vous parler de mes dernières lectures du moment, ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé ou pas, vous faire découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles histoires. Eh bien, je te laisse avec mon intro et on se retrouve juste après pour parler de ces romans. Et on va commencer avec la catégorie fantastique et ce premier roman, il s'agit de celui-ci. Donc il s'agit du roman de Cassandra O'Donnell, Rebecca Keane. C'est son tout premier roman qui a été publié en 2011 aux éditions J'ai lu. Moi j'ai une réédition de ce roman aux éditions France Loisirs qui a été publié en avril 2017. Alors ce roman, de quoi il parle? Eh bien c'est simple, je vais vous lire la 4e de couverture et ensuite on va en parler un peu plus en détail. Nouvelle-Angleterre, Burlington. Pas de délinquance, élue la ville la plus paisible des États-Unis, bref, un petit havre de paix pour une sorcière condamnée à mort et bien décidée à vivre discrètement et clandestinement parmi les humains. Malheureusement, en arrivant ici, je me suis vite aperçue que la réalité était tout autre et qu'il y avait plus de démons, de vampires, de loups-garous et autres prédateurs que nulle part ailleurs dans ce foutu pays. Mais ça, évidemment, ce n'est pas le genre de renseignement fourni par l'Office du tourisme. Maudit soit-il. Et ensuite, on a une petite note qui dit que Cassandra O'Donnell est fan inconditionnelle d'urban fantasy et que c'est une grande spécialiste de toutes les créatures de l'ombre et de la nuit. Elle nous entraîne avec brio sur les traces de Rebecca Keane, une héroïne à la hauteur d'Anita Blake. Alors, je n'ai jamais lu l'Anita Blake, donc je pourrais pas vous dire si oui ou non ce roman est à sa hauteur. En revanche, ce que je sais, c'est que ce premier tome est juste une bombe. Donc je vais essayer de vous parler de 5 points qui vont vous faire aimer ou non ce roman et qui va peut-être vous donner envie de le lire. Le premier point que je vais aborder avec vous, il s'agit de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce roman? On suit l'histoire de Rebecca, une jeune sorcière de 26 ans qui est également maman et qui parcourt le monde entier et qui va de ville en ville pour pouvoir s'enfuir et rester dans la clandestinité afin d'éviter que son clan de sorcières ne la retrouve ou pire que celui de son ancien amant lui tombe dessus. Ça fait à peu près 6 mois qu'elle vit à Burlington en Nouvelle-Angleterre lorsqu'elle fait la rencontre malencontreuse de Raphaël, le maître vampire de la Nouvelle-Angleterre. Mais ça, elle ne le sait pas encore. Alors que ce dernier la taquine, elle va malencontreusement montrer une infime partie de ses pouvoirs, suffisamment en tout cas pour l'intriguer lui. 2 options s'offrent donc à elle, soit elle décide de prendre ses bagages et de s'enfuir à nouveau, ou alors de laisser les choses se tasser, et c'est ce qu'elle décide de faire en ayant marre de fuir continuellement. Elle devient le témoin malheureux du meurtre de Madame Tilburn, qui est la voyante de la Nouvelle-Angleterre, et elle n'a pas d'autre choix que d'en informer Bess, qui est également porte-parole pour le Directum. Alors le Directum, c'est un peu le conseil des créatures surnaturelles. Il y a le chef de chaque clan qui est regroupé dans ce Directum et ce sont eux qui prennent les décisions pour tout ce qui concerne la communauté surnaturelle. Voilà. Elle sait très bien qu'en informant Bess, elle risque probablement de devoir se montrer devant le Directum et Raphaël ne lui laisse pas d'autre choix que de le faire et de se présenter et il lui offre par la même occasion le poste d'Assaïm. Alors l'Assaïm, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le tueur à gages du conseil. Voilà. Donc il est chargé de faire respecter l'ordre entre toutes les différentes communautés surnaturelles. Rebecca va devoir mener l'enquête puisque des créatures surnaturelles disparaissent. Il y a un démon, un lycanthrope et une potionneuse qui manquent tous les 3 à l'appel et c'est à elle que revient la charge de les retrouver. Ce que j'aime beaucoup dans l'histoire, c'est que l'enquête est au premier plan et que la romance est au second plan. On n'a pas beaucoup de scènes d'amour finalement et je trouve que c'est plutôt bien parce que du coup ça laisse la place à l'intrigue pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les créatures surnaturelles disparaissent, pourquoi Rebecca devient-elle une cible à son tour et la question essentielle, qui a une dent contre la communauté magique.
Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, ça m'a vraiment intriguée, je voulais vraiment en savoir plus et le fait qu'on nous donne des indices au compte-gouttes, ça nous donne vraiment envie toujours de continuer notre lecture, d'avancer et de découvrir le fin mot de l'histoire. Personnellement, je qualifierais ce roman comme un roman additif. J'ai vraiment eu du mal à me détacher de sa lecture. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez l'enquête avec le fantastique et les pouvoirs magiques, je ne peux que vous le conseiller. Le deuxième point que je vais aborder avec vous, ce sont les personnages. Contrairement à ce que l'on pourrait penser dans ce genre de roman, l'héroïne diffère totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une personne forte, indépendante, qui va pas pleurer parce qu'elle s'est cassé un ongle, elle va foncer tête baissée dans le danger, quitte à se mettre en danger elle-même. Elle a des répliques cinglantes, elle a un humour noir et elle est entêtée au possible. Bref, c'est un personnage haut en couleur et j'aime beaucoup. Raphaël, c'est un peu le cliché du vampire, il est séduisant, il est charmeur, il sait comment manier les mots pour obtenir ce dont il a envie et voilà. Le troisième point que je vais aborder avec vous, il s'agit de l'écriture. Nous avons une écriture très fluide, très compréhensible et surtout très claire. Autrement dit, pas besoin d'un dictionnaire à côté de vous pour pouvoir comprendre ce roman. Il se lit avec fluidité et on est tout de suite quasiment au cœur de l'action, donc pas le temps de s'ennuyer dans ce roman. Le quatrième point que je vais aborder avec vous, il s'agit de la fin du roman. Ça se termine sur un véritable cliffhanger et ça nous donne vraiment envie d'en savoir plus et donc de lire le second roman. On a l'impression qu'une guerre est sur le point d'éclater et on va avoir la visite de Michael qui est l'ex-amant de Rebecca et également le père de Leonora. Autant vous dire que ça promet des retrouvailles assez ardentes et qu'on a très hâte d'en savoir plus. Et le cinquième point, il s'agit de la conclusion. Alors pourquoi j'ai aimé ce roman? Je l'ai aimé pour les personnages. On a vraiment des personnages qui sont bien développés, qu'on a envie de suivre jusqu'au bout. J'ai aimé parce que l'histoire est sympa, on a vraiment tout un univers qui a été créé avec la petite patte de l'auteur et ça j'aime beaucoup. J'ai aimé que tout ne tourne pas autour de la romance des personnages mais qu'il y ait une véritable place importante pour l'enquête et pour savoir pourquoi des créatures surnaturelles disparaissent. En revanche, je n'ai pas aimé, c'est le comportement de Rebecca avec les hommes. On ne sait jamais trop sur quel pied elle va danser, qui est-ce qu'elle va choisir, etc. Elle fait un peu la girouette, des fois elle a envie de les frapper, des fois elle a envie de les embrasser. On a un peu du mal à la suivre, donc ça, j'ai pas particulièrement apprécié. Ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est parfois le manque de vocabulaire au niveau des descriptions de paroles. En effet, on peut se retrouver jusqu'à 5 fois sur la même page le verbe « dis-je ». Donc ça fait un peu beaucoup et c'est très lourd. Donc pourquoi pas alterner et utiliser des synonymes, hein. On a quand même presque 80 synonymes différents pour utiliser la parole. Donc je vous recommande ce roman si vous aimez le fantastique et les enquêtes surnaturelles. Je vous le recommande également si vous aimez que les mythes et les légendes des créatures soient respectés. Autrement dit, pas de vampire qui brille au soleil, n'est-ce pas? Je ne vous recommande pas ce roman si vous n'aimez pas tout ce qui est beat lit et young adult. Voilà qui clôture notre premier roman. Maintenant, on va parler de la catégorie horreur et je vais vous présenter un roman de Stephen King. Il s'agit de ce roman-ci. Donc il s'agit de Shining de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vais vous lire le résumé et on va en parler juste après. Situé dans les montagnes rocheuses, l'Overlock Palace passe pour être l'un des plus beaux lieux du monde. Confort, luxe, volupté. L'hiver, l'hôtel est fermé, coupé du monde par le froid et la neige. Alors, seul habite un gardien. Celui qui a été engagé cet hiver-là s'appelle Jack Torrance. C'est un alcoolique, un écrivain raté qui tente d'échapper au désespoir. Avec lui vivent sa femme Wendy et leur enfant Danny. Danny possède le don de voir, de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit disparus. Ce qu'il sent dans les 110 chambres vides de l'Overlock Palace, c'est la présence du démon. Cauchemar ou réalité, le corps de cette femme assassinée, ces bruits de fête qui dérivent dans les couloirs, cette vie si étrange qui anime l'hôtel, un récit envoûtant immortalisé à l'écran par Stanley Kubrick. Alors, que dire de ce roman ?
Le premier point que je vais aborder avec vous, c'est l'histoire. Ici, on suit donc la famille Torrance, donc Jack, Wendy et Danny, en sachant que Danny possède le don de voir les choses, comme je viens de vous le dire, et c'est ce qu'on appelle le Shining. D'où le titre du roman Shining, n'est-ce pas? Pour Jack, cet hôtel représente son dernier espoir et sa dernière chance de rédemption. Dans ce roman, pas de personnage principal, on suit toute la famille puisqu'on a un narrateur omniscient. Il s'agit d'un huis clos puisque on va se retrouver avec une famille enfermée dans un hôtel, coupée du monde par la neige et sans aucun moyen de communication avec l'extérieur, si ce n'est un petit émetteur-récepteur qui va d'ailleurs prendre très cher dans ce roman. Au début de l'histoire, tout semble aller pour le mieux. Jack a arrêté de boire, il se remet à écrire et tout le monde semble heureux, du moins en apparence. Mais très vite, ça dégénère. Au début, c'est des petites choses simples, comme des hallucinations. Jack voit des buissons bouger et il se dit que c'est juste le manque de l'alcool. De l'autre, on a Danny qui semble effrayé à l'idée d'entrer dans la chambre 217, une chambre d'ailleurs qui a son importance tout au long de ce roman. Mais lorsque les premières neiges tombent et qu'il se retrouve coincé à l'Overlook Palace, les choses prennent une tournure inquiétante. À mesure qu'il reste enfermé à l'Overlook Palace, il commence à sombrer dans la folie. Je parle bien sûr de Jack. On a l'impression qu'il devient peu à peu possédé par l'hôtel et on se demande même si l'hôtel lui-même n'est pas réellement vivant et s'il ne fait pas partie à part entière d'un personnage. Danny de son côté a de plus en plus d'étranges visions et des cauchemars terrifiants qui font qu'il ne dort plus beaucoup et il s'aventure dans la chambre 217 et découvre des choses effroyables qui se sont passées dedans, notamment une femme qui s'est noyée dans la baignoire. Dans ce roman, on a l'impression que seule Wendy est normale finalement et qu'elle semble complètement déroutée par ce qui se passe sous ses yeux. Et à la fin, on a même l'impression que l'hôtel lui-même s'anime et puise son pouvoir dans les peurs profondes de Danny et qu'il utilise le pouvoir du Shining pour matérialiser des choses qui sont fausses. Il en vient même à prendre possession d'un des personnages et à essayer de dresser la famille les uns contre les autres et on se retrouve dans une dimension totalement folle, totalement inimaginable. Nos peurs primaires ressortent et on a vraiment l'impression on a vraiment peur en fait dans ce roman. Moi en tout cas je l'ai lu la nuit juste avant d'aller me coucher et croyez-moi que j'ai eu bien du mal à fermer l'œil après ce passage. Bref, au fil du roman on a vraiment la désintégration de la cellule familiale avec Jack qui sombre dans la paranoïa, avec Danny qui lui a peur de son père, a peur de cet hôtel et puis on a Wendy qui ne sait absolument plus comment faire entre son fils et son mari qui semble avoir retrouvé ses vieux démons et son fils qui semble lui échapper un peu plus chaque jour. Le point numéro 2 que je vais aborder, ce sont les personnages. Celui qui m'a le plus touchée, c'est Danny, donc l'enfant. En effet, au début de l'histoire, il semble être un gamin un peu perturbé, un peu craintif et au fil de l'histoire, il va se révéler être très courageux et avoir une force de caractère exceptionnelle, notamment lors de sa confrontation finale avec son père qui est possédé par l'Overlook Palace. C'est celui qui m'a le plus touchée et le plus ému, c'est celui aussi qui m'a fait ressentir le plus d'émotions, peut-être parce que le vocabulaire utilisé par Stephen King pour décrire ce qu'il ressentait était beaucoup plus intense, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment lui qui m'a le plus touchée dans l'histoire. Jack est sans doute le personnage qui a subi le plus d'évolution au cours du roman. Au début, on découvre quelqu'un d'enthousiaste et de jovial, quelqu'un qui est sévère mais juste, qui est protecteur envers sa famille. Et progressivement, c'est la descente aux enfers, il devient violent, il devient paranoïaque, voire schizophrénique. Quant à Wendy, c'est le seul personnage normal de l'histoire, elle n'a ni pouvoir, ni vieux démon, et elle essaye de comprendre ce qui se passe tout autour d'elle et de savoir comment venir en aide à son enfant et à son mari. Le troisième point qu'on va aborder, ce sont les émotions. C'est un thème central dans ce roman.
Stephen King est passé maître dans l'art de nous faire ressentir des émotions fortes. En tout cas, moi, il m'a juste scotché. Il utilise les mots justes et il n'en fait ni trop ni pas assez. Les descriptions qu'il fait sont très évasives et c'est ce qui va nous permettre de faire travailler notre imagination en tant que lecteur. Et c'est vraiment ça tout l'art de Stephen King, c'est que plutôt que de nous décrire et de nous dépeindre des horreurs, il va laisser notre imagination faire le travail, ce qui rend le bouquin d'autant plus terrifiant à lire. Bref, j'ai été subjuguée par son œuvre littéraire. Le quatrième point que je vais aborder avec vous maintenant, il s'agit de la fin du roman et croyez bien que cette fin est juste extraordinaire. On a un affrontement final entre Danny qui possède le Shining et son père, donc Jack, qui est maintenant sous l'emprise de l'hôtel. C'est la scène que je redoutais par-dessus tout de lire parce que c'est là que les émotions arrivent au summum. On est vraiment à l'apogée du suspense et de l'horreur et on se demande comment cela va se terminer et si ça va se terminer dans un bain de sang ou si ça va bien se terminer. Et le cinquième point, c'est la conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Clairement, c'est le second roman que je lis de Stephen King, mais jamais j'avais ressenti quelque chose comme ça auparavant. Le premier roman que j'avais lu, lui, c'était La Cadillac de Dolan, mais ça date de mes années collège. Autant vous dire que ça remonte à un paquet de temps. Et j'avais bien aimé, mais je me souviens pas avoir dit que c'était non plus excellent. Mais ce roman-ci, clairement, c'est juste l'apothéose. En bref, je vous conseille de lire ce roman si vous aimez le fantastique, si vous aimez le suspense et l'horreur, parce que clairement vous allez en avoir. Si vous aimez les émotions fortes et si vous voulez ressentir beaucoup d'émotions, sachez que ce roman en contient un tas. Je vous le conseille si vous êtes amateur de sensations fortes et si vous aimez la psychologie des personnages. Pour finir, je dirais que j'ai adoré ce roman, j'ai redécouvert Stephen King avec Shining et clairement j'adore son univers, j'adore son style et je pense que je vais continuer à lire ses romans. Et pour finir, donc on va parler de ce roman-ci. Il s'agit d'un recueil de nouvelles donc, qui s'appelle Brume aux éditions Le Livre de Poche, toujours. Donc bah écoutez, je vais vous lire le résumé et c'est parti. Imaginez une brume qui s'abat soudainement sur une petite ville, une brume si épaisse que les clients d'un supermarché hésitent à en ressortir. Il n'en faut pas davantage au maître de l'épouvante pour nous plonger dans le cauchemar avec un réalisme hallucinant. Chacune de ces nouvelles de ce tome possède le même pouvoir ensorcelant. Vous serez terrifié par un petit singe en peluche qui joue des cymbales, vous redouterez de voir surgir le fantôme d'un camion. Vous saurez de quoi est capable un naufragé solitaire lorsque la faim le tenaille et que la drogue décuple son courage. L'art de faire surgir l'effrayant ou le surnaturel au cœur d'un monde rassurant et prosaïque. Les superbes décors du Maine où vit Stephen King se révèlent une fois encore peuplés de sortilèges et de malédictions. Donc moi je vais vous parler juste de la première qui est également la plus longue puisqu'elle fait 200 et quelques pages. Il s'agit de Brume. Donc Brume, c'est l'histoire de David, Steffi et Billy Drayton. Donc il y a une tempête qui s'abat dans leur ville et suite à cela, le lendemain quand ils se lèvent, ils découvrent une brume étrange à la surface du lac. Ils s'en inquiètent pas plus que ça et ils vaquent à leurs occupations, donc ils essayent de déblayer un peu tout ça puisque il y a eu quelques arbres qui sont tombés, qui ont fait effondrer pas mal de choses. Steffi continue de faire le ménage à la maison et décide d'envoyer les garçons faire 2-3 courses. Donc ils partent au supermarché et bien évidemment les communications sont coupées et la radio, on a du mal à capter les programmes. À mesure que la journée se passe, la brume devient de plus en plus épaisse et empêche les clients de sortir du supermarché. Alors que David et Billy ont terminé leurs courses, ils se mettent dans la file d'attente et croyez bien que vu qu'il n'y a que 2 caisses qui fonctionnent, les queues atteignent des longueurs immenses. À ce moment précis, un homme ensanglanté se précipite à l'intérieur du magasin en hurlant et en disant qu'un homme s'est fait attaquer et qu'il ne l'a plus revu. À partir de ce moment-là, des mesures ont été prises pour éviter que les gens sortent du supermarché et qu'ils ne se fassent attaquer, ne sachant pas à quoi ils ont affaire. À partir de là, des petits groupes se forment et discutent entre eux de la marche à suivre. Le premier point avec lequel je vais essayer de vous convaincre, il s'agit de l'histoire. Là encore, Stephen King fait très fort puisque dans un univers réel, il arrive à nous dépeindre des choses très fantastiques et très imaginatives tout en restant très évasif pour faire travailler l'imagination du lecteur.
Au début, on sait pas trop à quoi on a affaire, on entend juste des bruits qui nous disent qu'il y a bien quelque chose dans la brume, mais on n'arrive pas à discerner quoi, jusqu'à ce que on découvre une tentacule avec des ventouses qui semblent arracher la chair humaine. Autant vous dire que ça fait plutôt froid dans le dos. Le deuxième point dont on va parler, il s'agit des personnages, comme vous pouvez vous en douter. L'un des personnages que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de David Drayton, donc le père de Billy et le mari de Steffi. C'est un homme très courageux qui est très protecteur envers sa famille et qui n'hésite pas à faire n'importe quel sacrifice pour leur venir en aide. Le fait qu'il soit séparé de Steffi pendant la quasi-totalité de la nouvelle est tellement poignant parce qu'il est tout le temps en train de s'inquiéter pour elle, à se demander si elle a réussi à s'en sortir, si elle est toujours en vie. Et son but, c'est tout simplement de sortir du magasin avec Billy pour récupérer sa femme et partir très loin d'ici. Même si la menace semble extérieure, il y a bien une menace intérieure avec les personnes qui deviennent complètement cinglées et qui ont peur, ce qui est compréhensible, mais ils se font également retourner le cerveau par Madame Carmody, qui est une vieille sorcière, une folle du village, comme on aime à les appeler, et qui, elle, décide de proposer des humains en sacrifice aux créatures pour pouvoir s'échapper. Comme vous vous en doutez, Madame Carmody ne fait clairement pas partie des personnages que je préfère, bien au contraire, c'est un personnage que je déteste. Je n'aime absolument pas sa façon de penser ni de voir les choses, et le fait qu'elle veuille sacrifier des humains, et encore plus quand elle va désigner la personne qu'elle semble le plus apte au sacrifice, clairement, il faut qu'elle se fasse soigner. Un autre personnage que j'ai bien aimé, c'est Billy. Malgré le fait que ce soit un gamin et qu'il soit peureux, etc., ce qui est compréhensif pour son âge, eh bien il s'adapte plutôt bien aux situations et surtout au fait de rester enfermé dans un supermarché parce que des créatures monstrueuses tenteraient de le tuer s'il sortait. Le troisième point, ce sont les émotions. Comme dans le précédent roman, Stephen King, comme je vous le disais, a vraiment l'art de trouver les mots justes pour nous faire ressentir le plus d'émotions en un laps de temps assez court. C'est le cas avec cette nouvelle. Je me suis laissée complètement immergée dans cette nouvelle. J'ai vraiment eu peur. J'ai été terrifiée en même temps que les personnages. J'ai eu l'espoir en même temps qu'eux et j'ai vraiment souhaité qu'ils s'en sortent. Donc voilà, merci Stephen King. Le quatrième point, c'est la fin de l'histoire. Je m'attendais vraiment à une fin un peu comme Shining, c'est-à-dire claire, nette et précise, on sait ce qui va se passer. Or là, pas du tout. Stephen King nous laisse le soin de choisir la fin que l'on veut. C'est à notre propre appréciation de l'histoire. Du coup, j'avoue que ça me déroute un peu parce que je suis plutôt adepte des fins où on sait ce qui va se passer et de pas savoir ce qui va se passer, ben ça me gêne un peu. J'aime pas trop rester sur ma faim et ne pas savoir ce qui s'est réellement passé. Et voilà. En cinquième point, la conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette nouvelle? Eh bien je l'ai adorée. Que ce soit dans ces romans ou dans ces nouvelles, on retrouve toujours cet ascenseur émotionnel et j'adore ça. J'adore quand je ressens tout plein de sentiments différents tout au long de ma lecture. Donc vraiment c'est un bon point pour moi. Pareil, les personnages sont très attachants et on a toujours plus ou moins des attaches envers certains personnages et d'autres qu'on n'apprécie pas spécialement. Je ne sais pas où est-ce qu'il va chercher toutes ces idées, mais clairement, moi je le remercie parce que c'est vraiment une merveille à lire. J'adore ça et je suis très friande de ce genre d'histoire. J'ai découvert ce style avec lui et clairement je peux plus m'en passer. En bref, je vous le recommande si vous êtes fan de fantastique, d'horreur, de suspense, que vous adorez les émotions fortes. Et bien évidemment, je ne vous le recommande pas si vous n'aimez pas ce genre de littérature, tout simplement. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Pour les critiques détaillées, je te donne rendez-vous soit en barre d'infos, soit dans le petit juste ici. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à me le dire en commentaire, ça me fera toujours hyper plaisir. Je t'invite à t'abonner en cliquant juste en dessous de cette vidéo et surtout à activer la petite cloche pour avoir une notification qui te préviendra quand est-ce que je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!